juridiquement, je n'ai pas encore été vraiment challengée par une IA qui m'a proposé une solution juridique à laquelle j'avais potentiellement pas pensé ou qui sortait vraiment de l'ordinaire. Je ne la trouve pas encore très inventive. Ça devrait changer le modèle, mais ça ne devrait pas le mettre en péril. Bienvenue, je suis Laurent-Nicolas Guénoc du cabinet Convertéo et vous allez écouter Changement d'époque en cours, le podcast de l'IA. On continue notre exploration de l'intelligence artificielle et des transformations qu'elle amène dans nos vies, dans nos métiers. Et aujourd'hui, on s'arrête justement sur un métier qui change beaucoup avec l'IA. C'est un très vieux métier, un métier de lettres, un métier qui est au cœur de notre histoire politique et démocratique. Et un métier dont on dit souvent qu'il est d'abord une vocation. Je veux parler bien sûr du métier de l'avocat. Comme pour les médecins ou les enseignants, l'IA fait se poser beaucoup de questions à la profession. Faut-il ou non utiliser les algorithmes d'IA ? Sont-ils là pour aider les avocats à mieux travailler ou sont-ils déjà sur la voie de les remplacer ? Pour nous aider à comprendre, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Sacha Bétache. Sacha, vous êtes avocate au barreau de Paris, spécialiste notamment des questions de droit du numérique au sein du cabinet Bird & Bird, lui-même réputé dans les domaines de l'économie numérique. Merci Sacha d'être avec nous. Merci à vous. Sacha, vous êtes dans Changement d'époque en cours parce que vous utilisez l'IA au quotidien. On va en parler en détail, mais je voudrais commencer par sonder un petit peu le fond de votre âme. Est-ce que ces derniers mois, il y a eu un moment où, en utilisant l'outil, n'importe quel outil d'IA générative que vous pouvez avoir sous la main, vous vous êtes dit, vous avez pris peur, vous vous êtes dit « Oh là, mais en fait, mon expertise, mon savoir, la machine y est déjà, à quoi je vais servir ?» Non, je vois beaucoup cette machine, au contraire, comme une béquille, comme un outil qui va nous aider à nous améliorer et à grandir et à fournir de meilleurs conseils juridiques. Parce que je suis convaincue que nous pouvons travailler ensemble et que notre expertise en tant qu'avocat, ce pourquoi nous travaillons depuis des années et ce pourquoi de jeunes avocats continuent d'être formés, ne changera pas avec l'IA, ou en tout cas, notre façon de voir le métier va certes changer, mais notre expertise et la façon dont nous fonctionnons et ce que nous pouvons apporter, pour l'instant, n'est pas encore remplaçable, mais au contraire, elle se complémente et pour moi, il est aujourd'hui nécessaire, voire indispensable, d'être tous complétés par une ou plusieurs IA, peu importe, mais d'apprendre à manier l'outil correctement. À l'intégrer dans son quotidien, on va y revenir. Est-ce que vous vous souvenez du premier moment où vous avez posé une question d'ordre professionnel à l'outil ? Parce que les outils se sont déployés dans le grand public assez vite, mais votre premier petit test sur une question pro, vous vous souvenez de ce moment-là ? Bien sûr, je m'en souviens, c'était en fait une annexe aux professionnels. Nous, avocats, mais comme beaucoup de métiers, nous avons beaucoup de tâches qui vont sortir de notre domaine d'expertise, qui vont être soit de l'ordre de l'administratif, soit de l'ordre du à côté, ce qu'on peut appeler par exemple de la communication ou des choses comme ça. Pour ma part, la première fois que j'ai utilisé une IA, ça a été pour m'aider à rédiger un post LinkedIn, une publication, parce que je n'avais pas vraiment d'inspiration sur ce que je voulais écrire et je voulais relater un événement qui s'était passé sans nécessairement apporter beaucoup, disons, d'informations pertinentes. Et l'IA m'a aidé à structurer un texte, à porter un texte sur lequel j'ai pu mettre ma touche et que j'ai transformé in fine pour arriver à la publication que je voulais. Mais ça m'a fait gagner du temps lorsque j'ai compris exactement cette fonctionnalité de béquille. C'était que ça pouvait m'aider à faire gagner beaucoup de temps sur mes activités un peu connexes à mon cœur de métier. Et ensuite, une fois que les IA se sont améliorées et que j'ai eu accès à de plus en plus d'IA juridiques, là j'ai commencé à m'en servir pour mon cœur de métier. Alors, racontez-nous justement comment vous êtes passé de la curiosité à un usage plus régulier, comment ces outils se sont installés dans votre quotidien et peut-être pour commencer, quels outils vous utilisez aujourd'hui chez Bird & Bird ? Oui, alors j'ai la chance de faire partie d'un cabinet qui est très avant-gardiste sur l'utilisation de l'IA. Peut-être parce qu'on conseille beaucoup de clients dans ces matières, mais en tout cas, le cabinet est extrêmement performant sur l'intégration d'outils IA dans notre quotidien à nous tous, avocats, mais aussi à tous les salariés du cabinet. Parfois, nous testons de nouveaux outils que nous n'adoptons pas nécessairement. Et nous avons un partenariat avec un outil principal. Je peux le nommer peut-être, ça s'appelle Legora. Et je dois dire que la plupart du cabinet et moi-même sommes très satisfaits de l'outil parce que l'outil nous permet énormément de fonctionnalités.
nous fait gagner beaucoup de temps, notamment dans la revue des documents, mais pas que, dans des questions juridiques, dans l'analyse des tableaux, pour en fait nous produire ce que auparavant un stagiaire, un junior nous faisait en réalité. Nous gagnons, mais même nous gagnons beaucoup plus de temps sur ce genre d'analyse parce que l'IA, a priori, va quand même mieux analyser et ne va pas oublier des choses ou ne va pas survoler des choses sur lesquelles on aurait pu se tromper auparavant. Donc, ça minimise aussi notre marge d'erreur. À l'évidence, nous revoyons tout et c'est pour ça que les stagiaires ou les juniors ou nous-mêmes ne sommes toujours pas remplaçables parce qu'on a besoin de revoir ce qui s'est dit. Non pas parce que l'IA fait de l'erreur, mais parce que parfois nous promptons mal. Et donc, nous donnons une mauvaise consigne qui n'est pas claire ou pas complète et on a besoin de la compléter au fur et à mesure pour que ça arrive exactement à ce dont on a besoin. Et ensuite, une fois que nous avons donc ces résultats juridiques, là, nous apportons notre angle. Mais c'est aussi, pour revenir à votre question initiale, lorsqu'on utilise une IA, je pense que ce qu'il faut apprendre en tout premier, c'est prompter. Alors, ok, Sacha, on a compris quel type de questions vous pouviez poser, mais une fois que la réponse arrive, qu'est-ce qui se passe? Comment on prend une réponse restituée par un outil d'IA, quand bien même c'est un outil professionnel, un outil entraîné ou qui fonctionne sur des bases de connaissances juridiques? Il y a quand même des risques. Qu'est-ce que c'est le travail de l'avocat à partir de cette matière qui est renvoyée par le logiciel? Alors, tout dépend de la question qu'on a posée en réalité. Si on a posé une question brute juridique, une question de droit à laquelle on veut juste une réponse, on va probablement s'inspirer de cette réponse. Et en tant qu'avocat, on va essayer de la confronter avec d'autres pistes juridiques qu'on peut avoir. Parce que la façon dont on a prompté, on a forcément orienté notre question de droit. Donc nous, une fois qu'on a posé cette question de droit et qu'on a eu notre réponse, ça va éveiller potentiellement en nous d'autres questions juridiques. Soit on a la ressource nécessaire en interne dans notre cerveau pour pouvoir y répondre. Et là, on va mêler ce qu'on sait et l'IA pour produire une consultation juridique. Soit nous avions juste besoin d'une courte réponse juridique propre. Nous avons eu notre réponse. Est-ce que dans la jurisprudence, on prévoit telle application du droit? C'est oui ou c'est non, ou c'est peut-être. Et là, on va se servir de notre réponse pour l'intégrer dans ce qu'on voulait initialement. Ça, c'est une première idée. On a d'autres idées qui sont lorsque nous faisons des audits, c'est-à-dire lorsqu'on analyse un portefeuille d'une société, ses contrats, ses marques, peu importe, son activité. Parfois, nous avons énormément de contrats à analyser ou de documentation. Dans ces cas-là, on peut demander à une IA de nous produire un tableau récapitulatif. Ça marche aussi pour les tableaux de jurisprudence lorsqu'on rédige des conclusions en contentieux. Et là, on va se servir, s'en appuyer pour notre analyse ensuite qui va suivre dans notre rapport ou dans nos conclusions. Et là, on ne va pas forcément se servir de ce que nous a dit l'IA. En revanche, ça va être nos yeux. Elle nous aura aidé à lire. Et là, on va se servir de ce qu'elle a lu, à notre place finalement, pour pouvoir effectuer l'analyse de ce qu'il en ressort des contrats en question, des documents, ou alors des jurisprudences pour les conclusions. Un travail de synthèse, de mise en forme qui vous fait gagner beaucoup de temps. Exactement. Alors Sacha, on voit que l'IA, elle est très efficace pour des travaux de recherche, de synthèse, un peu le travail, j'imagine, préparatoire. C'était peut-être des tâches qui étaient dévolues aux jeunes intégrant l'entreprise. Qu'est-ce que ces gens-là vont faire demain ou peut-être déjà aujourd'hui? Est-ce que ça impacte l'entrée dans l'entreprise et peut-être le début de l'apprentissage? Comment on appréhende ça quand on est un cabinet comme Bird & Bird? Je pense que leur métier va un petit peu changer, tout comme le nôtre. Quand j'ai commencé il y a 10 ans et que le numérique arrivait, on apprenait tous à faire beaucoup de recherches, à passer beaucoup de temps sur des contrats, des analyses. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes avocats, les jeunes stagiaires doivent absolument apprendre à prompter. Ça me paraît indispensable parce que leur travail va un petit peu moins être dans l'analyse. En revanche, ça va être dans la vérification, dans la synthétisation, retenir l'essence même, c'est-à-dire ce que je vous décrivais aujourd'hui que je fais moi. Je pense que dans peu de temps, je vais demander à mes stagiaires et mes plus jeunes collaborateurs, une fois qu'ils se sentiront formés, pour le faire à ma place. Et donc moi, je n'aurai qu'un travail de vérification derrière, mais comme toujours les avocats un peu plus âgés l'ont eu sur les juniors, c'est-à-dire nous vérifions, plus nous avançons dans l'expérience, et plus on a un travail en théorie qui est plus de vérification, de relecture, d'apport, d'orienter les questions. Donc je pense que le junior finalement, ou le stagiaire, va avoir un petit peu moins la tête dans les recherches, va plus devoir céder des IA qu'aujourd'hui pour gagner plus de temps, mais il va avoir un travail d'analyse que je vous disais juste avant, comme nous devons tous l'avoir, qui va être tout aussi important. On comprend ces tâches, on va dire, les plus facilement accessibles dans le fonctionnement des IA génératives. Est-ce
que vous êtes déjà allé un petit peu plus loin, demander à une IA, par exemple, de rédiger un document de A à Z, ne serait-ce que pour l'exercice, pour voir si ça fonctionne, si c'est pertinent? J'ai déjà essayé, mais je trouve qu'à ce stade, les IA ne sont pas encore assez performantes pour rédiger un contrat ex nihilo. Je trouve, de mon expérience, que nous avons beaucoup plus finalement de bases de données, nous, en tant qu'avocats, parce que ça fait des années que nous faisons ce métier et nous avons vu passer beaucoup de contrats. Et donc, il est, je trouve, pour l'instant, plus juridiquement correct de retravailler éventuellement les bases de contrats que nous avons, ce que nous faisons souvent en tant qu'avocats, bases de contrats que nous avons, pour les adapter aux besoins du client. L'IA peut être douée pour réaliser quelques clauses. Encore faut-il avoir l'idée de cette clause, et c'est là où on a encore besoin de l'avocat. C'est parce que surtout en droit du numérique, le droit est très mouvant. Et par exemple, je vous donne un exemple banal, ces dernières années, nous intégrons des clauses d'IA. Il y a 10 ans, nous intégrions des clauses de données personnelles. L'IA peut nous aider à bâtir ces clauses lorsqu'on n'en a pas et qu'il faut les inventer. Mais ça nous évite de partir d'une page blanche et ça nous donne juste un petit peu de matière pour pouvoir démarrer. Mais pour l'instant, je ne trouve pas que les IA soient assez performantes pour rédiger un contrat de A à Z. Donc des questions encore précises pour des réponses précises. Est-ce que vous avez déjà tenté de la stratégie? Est-ce que selon vous, l'IA est capable de vous proposer plusieurs options par rapport à un problème donné? Est-ce que ce niveau de ping-pong va jusqu'à des recommandations plus que simplement de la synthèse, de l'analyse? J'ai l'impression que, alors oui, c'est possible, mais que ça dépend finalement de la personne qui a donné l'instruction. Je trouve que l'IA est très biaisée. Enfin, je trouve, c'est pas mon analyse, mais c'est le concept d'une IA, c'est-à-dire elle est entraînée selon la personne qui lui donne les instructions. Et aussi, par exemple, je sais pas si vous remarquez, mais ChatGPT est assez anglo-saxonisé, si je puis dire. Il nous donne des réponses. Merci pour votre retour. Je vais donc très poli, très polissé, qui est beaucoup moins à la française où on est un peu plus droit au but. Les réponses ne vont pas forcément être les mêmes, déjà selon les IA, mais aussi selon les personnes qui posent la question. Le même avocat peut avoir la même question juridique qui va être posée par un client, mais sa façon de prompter, de demander à l'IA une solution ne va pas du tout être la même parce que ça ne va pas faire écho au même mécanisme, aux mêmes réponses chez l'avocat parce qu'il ne va pas réfléchir de la même façon qu'un autre avocat. Oui, l'IA peut être pertinente sur certaines solutions stratégiques, effectivement, c'est vrai, ça ouvre des pistes, mais je trouve que ça ouvre des pistes plutôt en matière commerciale, lorsqu'on a des questions qui méritent une ouverture qui va être un peu plus commerciale et stratégique pour la structure même de l'entreprise. Je trouve que juridiquement, je n'ai pas encore été vraiment challengée par une IA qui m'a proposé une solution juridique à laquelle j'avais potentiellement pas pensé ou qui sortait vraiment de l'ordinaire. Je ne la trouve pas encore très inventive, qui est pour le coup le rôle un peu de l'avocat encore, de trouver des solutions parfois dans d'autres domaines du droit ou d'autres questions auxquelles on n'avait pas encore songé, et c'est ce qui nous arrive souvent dans nos matières. Alors on touche du doigt le fait que la réponse dépend de la question et donc la réponse dépend de l'utilisateur. Est-ce que vous constatez chez vos collègues au sein du cabinet ou même des confrères dans la profession, dans d'autres entreprises, des profils types d'utilisateurs qui sont peut-être plus avancés, qui l'utilisent mieux, alors mieux c'est subjectif, mais en tout cas qui en tire davantage? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la génération des avocats qui entre en compte? Je ne sais pas si c'est générationnel en termes d'âge, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a aujourd'hui plusieurs groupes de personnes, mais c'est révélateur chez les avocats comme ça l'est dans le reste de la population, je pense. Il y a les gens qui sont encore très réfractaires parce qu'ils ont peur d'être potentiellement remplacés ou qu'ils ont peur de l'outil numérique parce qu'ils sont déjà potentiellement pas familiers avec Outlook et Word, donc on va pas en plus leur rajouter maintenant une IA. Je pense qu'il y a ce type de personnes, et puis il y a des personnes qui au contraire veulent vivre avec la technologie, et je pense que je suis assez sceptique et à la fois optimiste sur l'utilisation de l'IA parce que je pense que on ne peut pas aujourd'hui avoir le luxe de dire je reste à côté de cette technologie, je vais pouvoir m'en passer. Si on raisonne comme ça, je pense qu'on va se faire devancer par les autres avocats qui, eux, vont être plus rentables, plus performants, plus rapides parce qu'ils vont utiliser ces mécanismes d'IA.
C'est pas du tout un danger pour moi, au contraire, c'est ce que je disais au début, c'est plutôt une force. Il faut savoir le voir comme force. Et pour l'instant, c'est pas évident, il faut éduquer les populations. Mais je constate que de plus en plus d'avocats l'utilisent et ça doit aussi passer potentiellement par les cabinets parce que moi, j'ai la chance de faire partie d'un grand cabinet qui est très ouvert sur la question. Si tous les cabinets étaient ouverts comme Bird & Bird à la practice et pouvaient investir, parce que je reconnais que ça peut avoir un coût, eh bien, peut-être que nos générations d'avocats, dans 5 ans, seraient tous formés et l'utiliseraient tous comme outil pour s'accompagner. Alors, je reviens sur un point qui était intéressant dans votre développement. Si j'y vais pas, j'aurai d'autres confrères qui seront, vous avez dit, plus efficaces et plus rentables. Vous mettez le doigt sur une question qui est peut-être un petit peu fâcheuse pour la profession, mais est-ce qu'il y a un risque de dumping avec l'IA ? J'explique. Si un client vous dit « mais le travail que vous faisiez avant pour un prix X, aujourd'hui vous le faites aider de l'IA, vous allez beaucoup plus vite, du coup je veux une réduction sur vos honoraires ». Est-ce que c'est un risque que vous envisagez pour la profession ? Alors, je ne pense pas que ça soit une réduction d'honoraires au temps passé parce que la plupart des avocats, finalement, facturent. On a 2 sortes de facturation. Soit on facture au temps passé, on a un taux horaire, soit on facture au forfait, disons. Lorsqu'on est au temps passé, si on a passé moins de temps, matériellement, le client est gagnant. Puisqu'au lieu d'avoir passé 10 heures, même 3 jours, à revoir des contrats lors d'un audit, désormais, potentiellement, on y passe 4 minutes. Et après, finalement, le client ne va payer que notre analyse. Donc, c'est beaucoup plus rentable. Et nous, on peut abattre beaucoup plus de travail et on peut accepter plus de clients. Donc là, c'est un schéma qui est plutôt gagnant-gagnant. Lorsque, au contraire, on facture au forfait et vous parliez d'un taux horaire, là, je pense que c'est l'inverse, que l'IA va potentiellement nous permettre d'augmenter notre horaire, ou en tout cas, il va falloir y venir, parce que si nous baissons notre horaire, là, pour le coup, c'est la profession qui n'est plus rentable, puisqu'on va travailler moins d'heures. Si on travaille moins d'heures pour moins cher, là, ça devient compliqué pour la profession. En revanche, je pense que le temps de l'avocat sera beaucoup plus valorisé désormais parce qu'on saura qu'il y a énormément de tâches qui vont être sous-traitées par IA. Le client lui-même, d'ailleurs, peut arriver et dire « Voilà, j'ai fait ce tableau, merci ». Alors, la différence, c'est que le client sera moins habitué à prompter que nous, donc nous, on prompte, a priori, on promptera mieux. C'est intéressant, j'ai des questions là-dessus, on va y revenir. Mais voilà, je conclus là-dessus. Ça devrait changer le modèle, mais ça ne devrait pas le mettre en péril. C'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous voyez un risque de doctissimisation du rapport au droit, comme nous pouvions chercher des informations médicales sur Doctissimo et on arrivait en consultation avec notre médecin avec des idées en tête plus ou moins justes. Est-ce que déjà vous voyez ce type de comportement aujourd'hui de vos clients qui arrivent avec une partie du travail qui aurait été le vôtre, avec peut-être déjà des idées en tête? Est-ce que c'est déjà un mouvement que vous constatez? Est-ce que c'est un risque? Est-ce que c'est peut-être aussi une forme de démocratisation de l'accès au droit de manière peut-être plus positive? Comment vous voyez ce sujet? Je suis avocate depuis presque 10 ans. Et ce sujet, je le vois depuis que j'ai commencé en réalité dans cette profession. On appelle ça les clients Google. Ce sont les clients qui arrivent et qui ont dit « Mais moi, j'ai vu sur Google que… » Donc, en réalité, s'ils viennent nous voir, c'est quand même qu'ils ne sont pas certains de la réponse. Donc déjà, on a quand même un pas vers le juridique. Parfois, on a des clients qui nous disent « Mais moi, j'ai fait 3 ans de droit et je me souviens qu'en licence, on avait dit que… » C'est pas grave. Enfin, ça fait partie aussi du métier. Ça existait déjà. Il y a toujours des gens qui pensent savoir, des gens qui veulent savoir, des gens qui sont intéressés, peu importe. On va composer avec ces gens-là, comme aujourd'hui, on va composer avec les gens qui vont manipuler l'IA. Le seul risque, c'est d'avoir un client qui nous challenge par rapport à l'IA et qui nous dit que l'IA, c'est mieux que nous. Et là, j'avoue ne pas encore y avoir été confrontée, donc je ne sais pas, mais je pense que ça peut arriver tout le temps, partout. Il y a toujours quelqu'un qui pense mieux savoir que nous. La différence, c'est qu'une IA, l'une IA juridique en tout cas pour le moment, ne sait pas encore exactement mieux que nous, parce que je vais vous donner un exemple. Par exemple, ChatGPT invente beaucoup de jurisprudence. Donc, elle va inventer selon la façon dont on a prompté et va nous dire ce que l'on veut entendre. Donc, la plupart du temps, moi, elle me cite des jurisprudences avec des numéros de pourvoi, des vraies références. Enfin, on a l'impression que c'est du vrai. Le client qui ne sait pas rechercher va se dire, bah voilà, c'est dans la jurisprudence, parce qu'il y a un biais de confirmation dans la façon dont on a prompté. En revanche, quand nous, avocats, on fait la recherche derrière, on se rend compte que c'est une jurisprudence fantôme, qu'elle n'existe pas, et que non seulement la référence n'existe pas, ou enfin, elle fait référence à complètement autre chose, mais en plus, le résultat, c'est-à-dire la question de droit, n'existe pas, n'a jamais été traité, ou alors il a été conclu exactement l'inverse. Donc c'est dangereux, je pense, de se fier aujourd'hui encore à 100% à une IA juridique. On peut s'en aider pour avoir une idée, mais parfois l'idée est complètement fausse.
Justement, si on reste un petit peu dans la relation avec vos clients, est-ce que le fait que vous utilisiez l'IA est quelque chose qui est discuté? Est-ce que vous informez votre client que vous l'utilisez? Est-ce que lui-même vous interroge sur votre utilisation de l'IA? Est-ce que le sujet fait partie des discussions avec vos clients? Il y a des clients qui sont très informés sur le fait parce que nous travaillons dans un milieu qui est assez technologique, donc forcément, ils sont parfaitement au courant des techniques d'IA qu'eux-mêmes utilisent parfois pour coder ou dans leur quotidien. Donc, ils s'attendent évidemment à ce que leurs prestataires, et en tant qu'avocat, on est prestataire, utilisent un petit peu aussi ces technologies, ne serait-ce que pour diminuer la marge d'erreur, notamment sur les traitements de données et les analyses. Et il y a aussi des clients qui nous demandent une extenso. Bonjour, j'ai besoin d'une traduction. Est-ce que vous pouvez... Quel est le coût, en fait, qui vont nous demander des devis? Quel est le coût d'une machine translation, donc d'une traduction qui va être faite par une machine, un engin, une IA, la plupart du temps. Et ça, on le voit depuis déjà quelques années, depuis même un petit peu avant l'IA. Avant, nous utilisions beaucoup des traducteurs. Aujourd'hui, nous utilisons des traducteurs que lorsque nous voulons une traduction assermentée pour des besoins spécifiques, mais nous utilisons beaucoup plus finalement les traductions et les moteurs de recherche de traduction qui sont aujourd'hui très très performants. Les IA les intègrent aujourd'hui beaucoup également, parce que ça fait partie aussi de la demande des clients pour réduire les coûts. Sacha, pour finir, je voudrais qu'on élargisse un peu la discussion, non plus seulement à votre quotidien au métier de l'avocat, mais peut-être à l'IA dans le système judiciaire. Il y a plusieurs questions qui se posent. Le sujet prend un peu d'ampleur en France. J'en veux pour preuve le fait que le 30 avril dernier, sur France Inter, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Gérald Darmanin, annonçait que le ministère de la Justice allait se doter, je cite, de logiciels d'intelligence artificielle français afin de les mettre à la disposition des magistrats, je cite encore, pour aller plus vite. Et avant ça, je voyais sur le site du ministère de la Justice, depuis février, qu'il est expliqué que le ministère va utiliser l'IA à notamment 4 finalités, dont on a un peu parlé pendant notre conversation aujourd'hui: retranscription d'entretien, aide à la recherche, interprétariat et traduction, résumé de dossier. Donc des usages les plus proches de nous dans la prise en main de ces nouveaux outils. Est-ce que vous pensez que cette arrivée de l'IA dans le fonctionnement du système judiciaire, dans le fonctionnement peut-être du ministère de la Justice en l'occurrence, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que ça peut faire gagner du temps, par exemple solutionner les problèmes de lenteur de traitement des dossiers? Comment vous voyez ce sujet-là? À mon sens, il faut envisager une numérisation déjà totale avant d'attaquer le problème IA. Je ne trouve pas que les tribunaux et globalement les outils qui sont mis en place même entre avocats et tribunaux soient extrêmement numériques. Exemple, dans certaines procédures, il faut encore déposer ses conclusions papier auprès du juge, en 15 exemplaires, des classeurs énormes. Enfin, je ne comprends pas comment aujourd'hui on ne téléverse pas tout simplement sur une plateforme et puis les juges ont accès, ils les prennent, ils les téléchargent. Alors, c'est peut-être fastidieux pour eux parce que oui, ils doivent les imprimer, ils doivent les télécharger, etc. Mais n'empêche qu'il y a aussi une éducation, encore une fois, auprès des magistrats à faire, comme nous le faisons auprès de tous les corps de métier pour numériser un petit peu tout ça. Une fois qu'on a dit ça, évidemment qu'il faut se munir d'un outil d'IA. Mais comment faire en sorte que tous les magistrats utilisent cet outil d'IA si déjà ils ne sont pas précisément prêts, tous du moins, à juste la numérisation même de leur activité. Lire aujourd'hui, ça fait partie de notre métier. Je n'ai quasiment plus de papier. Je ne sais pas vous, mais on travaille tous presque plus avec du papier, ou en tout cas les générations qui arrivent. Les tribunaux, c'est des endroits où on travaille beaucoup avec du papier encore. Je ne diabolise pas le papier, c'est très important pour griffonner, mais on arrive à des moments de vie où peut-être il faut se poser la question de qu'est-ce qui est plus rentable en termes de temps. Donc il y a ça. Et il y a aussi, donc, qui est un problème un peu plus de fond, je pense, que l'IA. Et il y a aussi, pour moi, un problème de moyens, qui là est un problème beaucoup plus politique. Je ne suis pas convaincue que l'IA soit une baguette magique à tous les maux de l'État. Ça peut peut-être effectivement désengorger un petit peu les tribunaux et faire réduire le temps d'attente sur les dossiers, réduire la charge de travail des magistrats. Encore faut-il qu'ils soient disposés à le faire et à l'utiliser, on l'a dit. Et peut-être qu'il y a des tâches qui ne sont à l'évidence pas sous-traitable et qu'il faut mettre juste plus de moyens ailleurs, mais des moyens humains plutôt que des moyens numériques, si ces moyens numériques ne répondent pas à la question. Donc, je ne suis pas extrêmement familière sur les besoins et les manquements encore. Peut-être que le travail a déjà été fait par le gouvernement, ou peut-être qu'il est en cours et que c'est ça la solution, finalement, c'est l'IA, et tant mieux, on l'accueillera avec plaisir. Mais je ne sais pas si c'est la seule solution. Il y a un boulot préalable assez important, visiblement. On se parlait d'usages qui sont encore une fois de l'ordre de la productivité du quotidien, la synthèse, la traduction, etc. Mais il y a des questions qui se posent sur des usages
qui touchent, vous l'avez dit, à une partie du métier qui ne serait peut-être pas sous-traitable. Il y a par exemple des technologies, alors qui sont d'ailleurs souvent pré-IA générative, qui sont plutôt de l'ordre du machine learning, la génération d'algorithmes, on va dire, précédentes, qui allaient compiler, par exemple, des décisions, des types de peines prononcées, des types de décisions prononcées, et qui faisaient de l'aide à la décision à un juge. On a vu ça notamment aux États-Unis. Sur une affaire sur laquelle vous êtes amené à prendre une décision, je vous indique que sur les 500 affaires similaires, la peine prononcée moyenne était X, la décision généralement prononcée est Y, donc je vous recommande la même chose. C'est pas votre métier, c'est pas votre quotidien, mais à minima en tant que citoyenne, c'est des usages qui interrogent. Non, mais c'est vrai, et c'est très intéressant parce que lorsqu'on rédige nous-mêmes des conclusions en tant qu'avocat, mais on le faisait déjà depuis la nuit des temps, c'est-à-dire on s'appuie sur des jurisprudences pour dire, voilà, il y a eu tant de jurisprudences qui ont octroyé tant d'euros de dédommagement ou qui ont œuvré en faveur de mon client pour dire qu'il y avait là une contrefaçon, etc., etc. Donc on s'appuie quand même sur des jurisprudences et lorsqu'on est de mauvaise foi, on en trouve une seule et puis on dit, eh ben voilà, c'est une jurisprudence constante. Et pour ça, c'est aussi le travail du juge derrière et de l'avocat en face, c'est de trouver potentiellement des jurisprudences adverses qui vont dire l'inverse. Et le travail du juge, c'est de déceler le vrai du faux, de juger en fait, en première instance, et ça c'est quand même première cour d'appel, c'est quand même intéressant parce que les éléments de fait, c'est ça qui va faire finalement la décision du juge, c'est selon l'effet de l'espèce, et on aura beau avoir des tonnes de décisions qui seront à peu près similaires, ça ne sera jamais les mêmes conditions. On sent dans ce que vous dites, que ce soit d'ailleurs pour le juge ou pour l'avocat, il y a des questions qui se posent de l'ordre de la déontologie, de l'encadrement de ces pratiques. On est plutôt au début. Il va sûrement y avoir, c'est peut-être déjà des travaux qui sont en cours, des travaux de rédaction de chartes, d'indications déontologiques, d'usage de ces technologies. Comment vous voyez la profession se saisir de ces sujets-là ? Pour les avocats, en ce qui vous concerne. Alors, les avocats, en tout cas, le barreau de Paris, que je connais mieux que les autres barreaux nationaux, est quand même très, très au fait de ces sujets. Il y a des commissions numériques organisées au sein du barreau, justement, pour utiliser une IA éthique, parce que les problèmes de déontologie, vous avez raison de les souligner. Aujourd'hui, le problème principal dans l'IA, dans l'utilisation de l'IA par les avocats, serait l'anonymisation. Lorsque, aujourd'hui, on peut téléverser des documents entiers sur des IA, dans des IA. Et le problème, c'est que s'il y a l'analyse et qu'il s'agit même pas forcément de documents confidentiels, mais juste d'un contrat qui a été rédigé par nous-mêmes pour un client ou par le client lui-même, on diffuse un petit peu son savoir-faire. Et donc, la question se pose de savoir, mais c'est une question encore pendante qui est compliquée à résoudre, où est la propriété ? La propriété, a priori, il est évident qu'elle appartient au client sur son contrat, mais lorsque l'IA va l'utiliser pour s'entraîner, pour réutiliser des bribes de ce contrat, est-ce que le client était vraiment d'accord ? Donc, on a un problème réel de secret entre l'avocat et le client. On a un problème de déontologie parce que est-ce qu'on peut diffuser comme ça des informations confidentielles ou non, d'ailleurs, sur notre client ? Et c'est là où je pense qu'il y a encore un travail, mais qui est en cours, hein, des réflexions sont en cours. Et on a souvent des formations, en tout cas au barreau de Paris, qui nous sont proposées en ce sens, pour utiliser une IA responsable. Et c'est aussi l'IA responsable qui doit être utilisée de toute façon au sein globalement de la société. On ne doit pas utiliser des choses qui sont protégées par les droits des tiers, par de la propriété intellectuelle, faire attention lorsqu'une IA génère quelque chose, qu'elle ne nous génère pas un contenu qui contienne de la propriété d'autrui lorsqu'on peut la reconnaître. Exemple, pendant les JO, on avait beaucoup d'IA qui généraient des images avec les cerceaux olympiques, les anneaux olympiques. Et on sait que le CIO protège très durement ses propriétés intellectuelles. Et exactement, et il a bien raison. Donc ce sont tous ce genre d'outils aussi auxquels nous, citoyens, pas que avocats, devons faire attention dans une utilisation de l'IA responsable. L'IA et le droit d'auteur, c'est sûrement le titre d'un prochain épisode de Changement d'époque en cours. Merci beaucoup, Sacha Bétage, d'avoir été avec nous, d'avoir raconté le changement d'époque en cours dans la profession d'avocat. Merci beaucoup et merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Il y a plein d'épisodes à venir. Ne les ratez pas. À bientôt.